ça ne m'a jamais complètement brisé. Un peu par moment. Sur la fin, je commençais vraiment à quitter l'humanité. C'est un endroit, la rue, mec. Tu n'es plus comme les autres. Hein. Tu ne vaux rien, tu ne signifies rien. Et les gens, c'est ça aussi, ils passent devant toi, ils te disent jamais rien. Tu as un putain de fantôme et tu finis par y croire que tu as un putain de fantôme. Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Edgar Yves qui est humoriste. Je suis sûr que vous avez déjà vu ses vidéos sur YouTube et ailleurs. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller regarder ça tout de suite, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Il a du contenu incroyable et à chaque fois que je regarde ses vidéos, je suis plié de rire. Franchement, il fait partie des rares humoristes qui me font autant rire. C'est incroyable. Donc déjà, merci Edgar Yves d'être avec nous. Comment tu vas? Merci frérot. Ben, écoute, ça va. Merci à toi. Merci de me recevoir. Les gens ne le savent pas, mais on a galéré sur Zoom comme des bâtards. Avant de démarrer cette réunion, tu ne leur donnes pas les vraies infos. Hein. Toi, tu leur dis bonjour, genre ça va, il ne s'est rien passé, tout va bien. Écoutez-moi bien, ce monsieur ne connaît rien en termes de technique. On a galéré pour très fort. C'est vrai que ça fait 20 minutes. On avait rendez-vous à 13h. Il est 13h25. Hein? On commence à Deux peine. bons blédards, quoi. Hein? On s'est dit Exactement. réunion 13h. Moi, j'appelle ça connaissance illimitée. Là, c'était connaissance limitée. On était limité. On n'arrivait même pas à lancer une réunion Zoom. Ah, une galère. Mais bon, on a réussi et on a montré que malgré les petites galères, on peut le faire. Et merci d'avoir patienté. Mon ami. En persévérant. Merci d'avoir patienté. Je sais que beaucoup de personnes auraient craqué, auraient dit vas-y, on refait ça plus tard. Et merci d'avoir accepté. C'est un plaisir d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et après on va rentrer dans le vif du sujet? Pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, je m'appelle Edgar Yves, voilà, c'est mon nom d'artiste. C'est mon deuxième prénom en vrai. Mon nom de famille, c'est Monou. Je m'appelle Monou Babajide, c'est mon prénom traditionnel parce que tous les enfants chez moi ont un prénom traditionnel. Monou Babajide Edgar Yves Junior Loïc. Voilà, je fais partie des rares personnes qui ont deux lignes sur la plaque d'identité pour les prénoms. Voilà. Et voilà, hein, j'ai 35 ans, bientôt 36 le 11 juin. Je suis Gémeaux. Je pèse, bon, je ne vais pas dire mon poids pour des raisons un peu techniques. Si on ne sait jamais qui nous regarde, il faut rester un peu vigilant, quoi. Mais voilà, je suis noir, la bonne humeur. Hein. Waouh. Et tu es humoriste, mais une de tes particularités, tu fais partie des humoristes qui, on va pas dire engagés, mais qui ont un message à faire passer à chaque fois qu'ils montent sur scène. Un vrai message. Moi, c'est ma vision de l'humour. J'ai évidemment démarré comme tout le monde avec des sketchs un peu plus légers, un peu plus triviaux. D'ailleurs, ça marchait pas, c'est tout. J'ai commencé en faisant des sketchs où je parlais de la supposée grand pénis des Noirs, comme quoi avec on s'accrochait aux branches, et puis des sketchs sur le zouk, voilà, des sketchs sur le communautarisme. Mais j'ai bien compris que pour parler aux gens et connecter avec eux, c'est de créer une réaction chimique, c'est-à-dire une connexion entre la parole de l'artiste et le cœur de ceux qui écoutent. Il faut parler aux gens de leur réalité. Et donc, pour ce faire, l'humoriste, pour être accompli, doit prendre une dimension un peu sociopolitique qui est de parler aux gens de ce qu'ils vivent vraiment, des vrais problèmes qu'ils ont, d'apaiser leur souffrance par le rire, de passer des messages, d'éduquer et de sensibiliser. Dans le monde dans lequel on vit plus que jamais, cet humour qui se veut dénonciateur est important. Et je pense que si la presse est le quatrième pouvoir, l'humour devrait être le cinquième. C'est comme ça que moi je le vois. Après, il y a quelqu'un qui te dira, moi je fais des sketchs sur les bigorneaux et ça me va très bien, et il aura son public, et tant mieux pour eux. Mais moi, vu le caractère de l'urgence dans le monde dans lequel on est, ça va être très dur pour un humoriste, moi, de me faire rire en me parlant de son premier rapport sexuel. Ça ne me touchera pas. Et en plus, mec, il y a quand même un truc de toi par rapport à toi là que je trouve un peu très égotique. Frère, on s'en branle de toi en vrai. Tu vois, c'est sur scène, tu prends un micro, sois utile quoi. Tu vois, sois utile. Sinon, pose le micro. Je suis d'accord. Et ta particularité, c'est que aujourd'hui, tu es connu et tu fais rire des milliers de personnes, mais ton parcours est assez particulier. Parce que Ouais. j'ai pu écouter et entendre à différents moments que déjà, tu fais partie des personnes qui ont vécu à la rue, mais réellement, Ouais. c'est pas juste c'est pas du Dans la vraie storytelling. vie. C'est pas juste je raconte une histoire. Et est-ce que tu peux nous aborder un peu ce sujet et comment tu as fait pour finir, comment tu as fait pour
Tenir Ben, je pendant vais te un an dire, avec. alors avant toute chose, je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent que je suis actuellement atteint par le pollen. C'est-à-dire que dans une période de l'année, voilà, le pollen construit un loft directement dans mes fesses. Et voilà, c'est une habitation de 2 mois. Je vais devoir. Et il ne paye pas Ah, le surtout. loyer, fils de pute, hein, je te le dis, hein, il ne paye pas le loyer et tout. Donc merci, il va m'arriver de me moucher, mais voilà, c'est Il n'y a pas pas de. forcément l'émotion. Je suis désolé, Mohamed, c'est pas l'émotion. Hein, c'est juste Peut-être, le pollen. peut-être qu'après, il y aura l'émotion, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Voilà. Bon, alors, pour te formuler une réponse succincte, mon père, même s'il est avocat de formation, on y reviendra sans doute, il est avocat de formation comme Sarkozy, l'avocat de formation, mais c'est un homme politique éminent chez moi, mon pays d'origine, le Bénin, mon pays natal. Je suis franco-béninois, hein, j'ai les papiers, hein, voilà. Pas besoin de baiser avec une vieille blanche pour rester, hein, je tiens à le préciser. T'es Hein. pas resté, je t'ai pas dit je suis à la rue, il faut que je trouve une blanche pour rester en France. Ouais, ouais, tu les connais, nos frères noirs, là, 30 ans, mariés avec une vieille de 80 piges, je l'aime. Tu mens, Firmin. On sait que non. Non, non, mon père, il a fait tous les postes, sauf président de la République chez moi, c'est véridique. Je suis arrivé en Il France a à été Premier 6 ans. ministre? Hein? Il a été Premier ministre? Ah non, sauf Premier ministre et président de la République. Mais il a été ministre de l'Intérieur, ministre de D'accord. l'Économie, ministre de la Ah Justice, oui, plusieurs fois député, maire, d'accord. président des rapports Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il a organisé le sommet de la francophonie avec Jacques Chirac. Il D'accord. a un putain de CV. Il a un putain de CV. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Vous tapez Ouais. Edgar Rive dans Google. Vous allez voir mon père qui apparaît pas loin. Hein. Là, on a un stade, tu dis à Google qui est Edgar Rive. Mon nom, il te répond Edgar Rive. Mon nom est le père de Edgar Rive. Donc, ça lui fait une belle jambe. Et quand on a démarré ce métier, mon père me niquait dans Google. C'est lui qui apparaissait en premier. Je Et là, tiens à tu le dire que rattrapes. je l'ai relégué en 3e page, poteau. C'est ça la vie. Bien. Ça veut dire quand il tape son blaze, il tombe sur moi d'abord. Tu vois Ah, pas le. ah ouais. Tu Donc, vois. là, Bon. les gens, ils viennent te voir pour faire de la politique et tu leur dis non, 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 moi, je ne fais pas de politique. Tu vois, comme quoi la vie est dure. Hein. Lui, il a fait de ministre et tout. Moi, deux bons sketchs. Allez, classe, terminé, tout le monde descend. Non, en vrai, il s'appelle Edgar Yves Monou. Donc, il m'appelait Edgar Yves Monou Junior. Donc, tu imagines bien que le gars avait des plans pour moi. Hein. Il était un peu à cette époque dans les trucs des bouches. Là. Il allait créer une dynastie, une connerie comme ça. Moi, je suis arrivé avec mes velléités de stand-up. Et donc là, je ne te cache pas que ça a été le premier bid. La sanction a été immédiate. J'étais à l'époque à la fac de droit à Poitiers en colocation avec mon frère. Nous étudions le droit puisque nous devions reprendre l'affaire familiale. Moi, il se trouve que j'ai manqué à l'appel. Donc, il a dit à mon frère, tu déménages, je prends un nouvel appartement. Et lui, il est dehors. Je pense que l'expérience de la rue était une façon d'essayer de me brimer, de me briser, de me casser. C'était de se dire, le plan devait être, il va galérer 3 jours. Il va revenir. Et il va revenir jouer avec mon zizi, il fera tout ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, je crois que ce jour-là, lui comme moi, on a découvert que, avant toute chose, je ne pense pas que c'est genre être un thug ou quoi. Je pense qu'on a découvert que mes colères à moi étaient entières et sincères. Parce que quand tu te retrouves dehors, mon frère, qui a les premières lames de froid qui te lacèrent la peau, Wow. et que tu réalises que c'est à cause de ton père que tu es dehors, parce qu'il t'a quand même foutu à la rue du jour au lendemain. Je ne dis pas que les parents doivent assumer leur enfant toute leur vie, mais un dégagisme aussi brutal, ça a été mec d'une violence. J'étais fils d'ambassadeur avec 2000 euros par mois, rien foutre, aucune épargne. Je me suis retrouvé avec 5 euros sur mon compte dehors du jour au lendemain, carte Keblo et tout. Et tu dis, attends, je suis là à cause de lui. Même si c'est une leçon et c'est un stage que tu veux me faire faire, c'est trop violent pour que je revienne demander pardon. Bien Donc sûr. moi, j'ai vrillé, gros. Et je me suis dit, bah, en fait, je reste là. Je T'avais reste quel âge? là. J'avais 22 ans. Et donc, pendant un an, comment. Parce que 24, 24, 24. 24. Et t'as fait comment t'as tenu le coup pendant un an en extérieur ou Mec, les premiers jours ont été fous. Hein. D'abord, les premiers jours, je les passe sous le choc, mec. D'accord. Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Je suis un mélange de profonde tristesse et de beaucoup de peur aussi parce que je ne connais pas ce nouvel environnement. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis un peu choqué. La première nuit, je la passe sur un banc dans un parc de Poitiers. Il commence déjà à faire froid, on est en plein hiver. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, quoi. Bon, j'ai ma valise, hein, j'ai ma valise, mon petit sac Louis Vuitton que, pour l'histoire, on aura vite fait de me voler 3 jours plus tard en me cassant la gueule. Mais bon, je te Non. passe les détails. Ce pas des détails qui sont intéressants, mais ça a été très, très dur. J'ai volé dans les magasins pour bouffer, pour me nourrir, parce que là, encore une fois, la conception, la vision sociale que les gens ils ont de toi quand tu as un sac Louis Vuitton est complètement dingue. J'avais un sac Louis Vuitton, donc moi, je ne pouvais pas être un voleur. Tu comprends? Donc, du coup, je pouvais manger des sandwichs
dans les magasins, jeter l'emballage dans la poubelle, prendre les bouteilles d'eau, boire un bon coup de rafraîchissement, et puis hop, et vraiment, ça a été mon plan pendant assez longtemps. Pendant assez longtemps, ça a été mon plan. Après, j'avais créé une petite structure dans laquelle je dormais et tout. C'était difficile, hein, sur la rue, c'est dur parce que quand tu as un bon spot, il faut le défendre. Il faut te battre pour garder l'endroit agréable que tu as trouvé, que tu as construit. Il faut te battre pour éviter de te faire voler. Enfin, il faut se battre pour être tout le temps dans la rue. Et bien évidemment, on ne gagne pas tous les jours. Hein. Et bien évidemment. Mais là, et quand tu ne gagnes pas un combat à la rue, c'est pas les bagarres d'école. Hein. Ouais, c'est pas, il n'y a pas quelqu'un pour venir te séparer. Il n'y a pas quelqu'un pour venir te séparer. Non, et puis il n'y a personne pour te soigner non plus. Hein. Ah ouais. Les blessures, c'est Jésus prend le volant, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Donc, écoute, je fais ça du mieux que je peux. Et puis, il y a un moment, il y a un ami, on découvre ce que l'être humain fait de pire dans ces circonstances-là, et ce qu'ils font de mieux aussi. Il y a un mec que je rinçais énormément qui s'appelle Valentin Léaumont, que j'ai beaucoup cité en interview et avec qui on est les meilleurs amis du monde aujourd'hui, qui passe dans le parc de Poitiers un jour, par hasard. Alors qu'on a été pendant à peu près 3 ans en fac ensemble, tu vois. 2 ans. On a fait la deuxième année qu'on a eu ensemble, la licence qu'on a eu ensemble, et après on s'est perdu de vue. Lui d'ailleurs, il ne s'est pas non plus spécialisé en masters public ou privé. Lui aussi, il a arrêté avant le masters comme moi. Et il se balade dans le parc de Poitiers avec sa meuf, et puis il tombe sur moi, qui avait la barbe, les cheveux, quasiment perdu l'usage de la parole parce que complètement traumatisé par la vie. Qu'est-ce que tu fais là? Pas de réponse de ma part, mais il me reconnaît, il ne comprend pas, machin et tout. Il part, il revient avec un pick-up, avec son grand frère, des amis à lui. Les gars me sortent de là. Il me loge dans son appartement sans rien me demander, rien me dire, parce que je ne parle pas, je ne réponds pas à ce moment-là, je ne parle pas aux gens. Il ne me demande rien, il me met dans l'appartement et chaque jour, pendant 6 mois, il m'apporte, tous les jours, il m'apporte à manger et du linge propre. Waouh. Tous les jours. Et donc, moi, je me refais au fur et à mesure. D'abord, évidemment, réflexe, j'arrive dans l'appartement, je prends la couette, je la mets par terre et je dors par terre. C'est le réflexe. Je ne dors pas dans le lit, tu vois. Même encore aujourd'hui, mec, j'ai un grand appartement. Je dors dans le canapé, frérot. Waouh. J'ai un putain de lit. J'ai un lit de ouf, hein, king size. Je gagne bien ma vie et tout, mais je dors dans le canapé. Cet espace de 15 cm là, ça me rassure, frérot. Ça me rassure d'être dans cet espace où il n'y a pas de place et de dormir. Ça me rassure. J'ai gardé de vrais réflexes. J'ai pris énormément de poids ces dernières années parce qu'évidemment, quand j'ai retrouvé le plaisir de manger, bon, et puis à la base, on est des quinfs, mon frère. Donc, on est quand même équipe mafé. Donc, ben oui, donc, dès que les émotions sont revenues, je me suis dit, bon, dans le doute, au lieu de manger 2 poulets, peut-être manger 4. 4. On va prendre des réserves, on ne sait jamais. On prend des réserves, tu vois. Donc, ça aussi, tu vois, j'ai gardé un rapport à la nourriture qui est complètement fou. Bref, ce mec-là, il vient, il me met dans son appartement. Pendant 6 mois, il m'aide à me réinsérer. Après, ben, je rase ma barbe, je reprends mes premières douches, je redeviens un gars normal. J'enlève les séquelles que j'ai sur la peau retrouve un peu de vivant. Je retrouve du teint. Et puis, je fais. Tu recommences à mettre des crèmes qui font briller la peau. Des crèmes qui font briller la peau, tu vois. On a enlevé les puces, les trucs, les machins qu'on chope dehors, là. On a nettoyé tout ça, le corps et tout. Ça m'a mis du temps, hein, mon frère. Ça met du temps. Hein. T'as les puces, comment on appelle ça, là? Les trucs, là. Les morpions, là, c'est ça? C'est des trucs. T'enlèves tout ça, quoi, tu vois. Tu te mets la crème, l'huile. C'est incroyable ce qu'il a fait, quand même, comme action de te. Ouais. J'ai du jamais vu. J'ai du jamais vu, mec. Et de jamais vu. Et honnêtement, Dieu, il est grand parce que moi, je suis croyant. Au moment où il vient, mec, je commence à. C'était compliqué. Et surtout. Même quand tu es le plus grand, et je suis un vrai guerrier, mec. Je suis un putain de guerrier. Si j'en suis là, c'est parce que je suis un vrai guerrier. Il y a des moments où là, Seigneur, j'ai donné tout ce que j'ai pu dans là. Et je crois que vraiment, je commence à me dire, j'ai tout donné et tout. Et le mec, lui, il apparaît, quoi. Ça, je dis, j'ai aussi une bonne étoile, gros. Hein. J'ai aussi une bonne étoile. Et de là, je vais me faire un CV. On est à Poitiers, hein, trouver un boulot chez Californie à l'époque, je me souviens, comme chargé de clientèle. Je déteste le boulot, hein, cet appel, les gens chez eux pour leur vendre des box, machin et tout. C'est vraiment à chier. C'est un volume de 80 appels par jour. Les 3/4 des gens, ils te raccrochent à la gueule. Donc, en termes d'estime de soi, je ne te cache pas que c'est compliqué. J'ai fait ça. Voilà, on te dit, vous avez vendu 10 box aujourd'hui. Donc, du coup, on vous offre une serviette Bouygues Télécom. Tu dis, ah, super. Je suis très content d'avoir vendu, du coup, 10 box. Mais j'ai fait ça parce que je n'avais pas le choix. Et je l'ai fait en attendant d'eux. Et j'ai mis de la thune de côté.
j'ai fini par avoir une bonne réserve, peut-être 10K, j'avais réussi à mettre 10K de côté, et je suis parti en laissant à peu près la moitié sur la table du mec. J'étais tombé amoureux d'une femme en soirée qui vivait à Nantes et qui m'a dit viens emménager avec moi là-bas. Comme j'avais aucune attache à Poitiers, j'ai dit bon, vrai, la ville n'est pas dingue non plus, autant se relancer et laisser aussi l'histoire de la rue derrière moi. Bien tu sûr. vois et une envie de vas-y, on tourne la page, on passe à autre chose. Faut pas passer dans les mêmes parcs. Que le gars me renverra pour l'histoire. Je laisse de l'argent que Valentin Léaumont me renverra. Il me dira, t'es malade, je t'ai rien demandé et tout. Et la première fois que ce mec-là me verra à la télé ou qui verra mon sketch cartonné plus tard sur la corruption, il pleurera, quoi. Tu vois, il se dira, mais là, j'ai fait un truc absolument incroyable. C'est toujours ton pote aujourd'hui? On se parle tous les jours. Pendant qu'on faisait les réglages de la réunion, quand tu m'appelais, je t'ai pas eu au téléphone, là, c'est avec lui que je parlais. Wow. C'est un gars, on se parle quasiment tous les 2 jours. C'est un garçon brillant, intelligent, qui me donne plein de réflexions sur la vie. Et puis, c'est un ange, quoi, pour moi. Donc, pour moi, c'est pas un être humain, lui, c'est un ange. Wow, c'est incroyable. On le remercie, même si on ne le connaît pas, on le remercie parce que c'est un truc de fou qu'il a fait. Et il montre à toutes les personnes qui écoutent le podcast que des fois, il y a des actions comme ça, surtout quand tu n'attends rien de la personne, qui peuvent permettre des transformations et sortir une personne de la rue. C'est pour ça aussi, mec, que je suis devenu un humoriste qui tente de beaucoup inspirer, de beaucoup donner de force aux gens, parce que j'ai le sentiment que je reviens de hyper loin. C'est pas qu'un sentiment, hein, c'est aussi des faits. Je reviens d'hyper loin et je me dis c'est le minimum que je puisse faire, tu vois. C'est le minimum que c'est d'essayer. Si tu regardes mes sketchs, la corruption, là on me parle beaucoup de mon interview sur Blast, là qui cartonne, j'ai donné mon point de vue aussi sur la vie, mon interview avec Kevin Razi. On voit que je suis tourné vers les autres et j'essaie de solutionner les problèmes de mon prochain parce que moi on l'a fait pour moi en fait. C'est ça la vraie raison. Et donc c'est le minimum que je puisse faire. Et pendant cette année, on prendra plein de choses, mais là, toi, tu avais ton rêve. Parce que tout ça, c'est parti d'un rêve. Ça veut dire que tu avais une vision, un rêve de devenir humoriste. Certaines personnes avaient des plans pour toi. Reprendre l'affaire familiale, faire de la politique. Toi, tu avais un rêve, c'est de faire humoriste. Tu as 24 ans, tu as un rêve. Ton rêve t'oblige à aller dans la rue. Et pendant 1 an, comment tu vivais avec ce rêve? C'est-à-dire qu'effectivement, c'était dur, tu as raconté et c'est super poignant ce que tu viens de dire. Mais dans ta tête, ton rêve, est-ce que tu as continué à le garder? Est-ce que tu avais toujours cette flamme? Est-ce que c'est ce rêve de devenir humoriste qui t'a fait tenir? La flamme ne s'est jamais éteinte. D'abord, la flamme ne s'est jamais éteinte et elle a été d'autant plus ravivée par la colère et la haine. Quand tu es dehors, pour des raisons qui te paraissent injustes, parce que ton père veut te mettre à l'amende et te mettre des leçons, tu es en colère. On est des Noirs, on est un peuple fier. La fierté, mon frère, les Africains, les Algériens, les Rebeux, les Renois, c'est dans nos gènes, mon frère. Tu comprends? On nous a trop chié dessus. On est un peuple fier. Moi, je suis un Noir fier. Et donc, rien que pour te prouver que tu as tort, je vais sortir de cet enfer. Et c'est ce que j'ai fait. Et parce que moi, j'étais, toi, mec, je vais te montrer que tu as tort. Tu vois, je suis vraiment un gars comme ça. Et ça me sert dans la vie que j'ai aujourd'hui, dans les combats que je mène, Bolloré, Hanouna, tout ce que tu veux. C'est, mec, toi là, tu sais pas d'où je viens, gros. Tu vois, tu vas pas me faire danser parce que tu me menaces de pas me programmer sur telle émission. Ça va aller. Tu vois, je viens de beaucoup plus loin que ça. Et le froid, la colère tient chaud dans le froid. Et je n'ai jamais perdu de vue ce que je voulais faire. Qu'on soit clair, il y a des moments où tu es dans le down, hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est pas un up. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai flanché, mais ça ne m'a jamais complètement brisé. Un peu par moment, mais jamais complètement, j'ai jamais complètement décroché, quoi. Sur la fin, je commençais vraiment à quitter l'humanité. Tu vois, je trouve que c'est un endroit, la rue, mec. Tu n'es plus comme les autres, hein. Bien sûr. Tu es en mode survie. Tu es là pour. Tu es au plus bas. Tu es au plus bas. Tu ne vaux rien, tu ne signifies rien. Les gens te passent devant. Tu n'existes pas. Tu es un putain de fantôme. Et les gens, c'est ça aussi. Ils passent devant toi, ils te disent jamais rien. Tu es un putain de fantôme et tu finis par y croire que tu es un putain de fantôme. Parce qu'on passe devant toi, on ne s'arrête jamais, on ne te calcule pas. Et tu finis par croire que tu es un putain de fantôme. Wow. Et c'est vrai que ça. Là, en vrai, tu viens de me mettre une claque, là. Imagine, tu es assis, on passe devant toi tout le temps comme ça et on ne s'arrête jamais. Au début, tu trouves ça chelou. Mais mon gars, au bout de 4 mois, tu finis par croire que toi, tu es un poteau. Hein. Pour toi, tu finis par croire que tu as le même impact qu'un lampadaire. Ouais. Et c'est ça que tu finis par avoir comme image de toi. Tu finis par te dire, moi, je suis un lampadaire, moi. Wow.
Et wow. Une fois que tu as vécu, ouais, c'est vrai, Regarde souvent les mecs dans la rue. Quand tu vas ouais, dans la rue, regarde souvent les mecs que tu crois. Est-ce qu'ils ont la moindre réaction quand les gens ils passent devant eux? non. Non. Ceux qui sont là depuis longtemps, mais qui n'ont plus la moindre réaction. Ben parce que c'est ça, c'est intégré. Bien Moi, sûr. j'étais comme ça, moi. Moi, j'étais un poteau, moi, un putain de lampadaire. Tu vois? On ne s'arrêtera pas pour m'aider, pour me demander comment je vais, pour me donner à manger. Non, on ne me calculera pas. On passe devant moi comme ça. On fait l'essuie-glace. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand tu vois des personnes comme ça, toi, dans la rue, tu, comment tu fonctionnes aujourd'hui? Qu'est-ce que pour toi, alors Moi, plutôt, attends, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce que tu aurais aimé, si moi, demain, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse quand tu étais dans cette situation? Et qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on pourrait faire pour ce type de personnes, à tes moi, yeux? j'ai jamais fait la manche dans la rue. Jamais. J'ai toujours eu cette fierté. Toi, je te dis, hein, une fierté africaine qui vient de très loin. Hein, et jamais tendu la main comme ça. J'ai toujours trouvé des systèmes D, mais j'ai jamais tendu la main. Moi, j'aurais aimé qu'on me demande si ça allait ou qu'on me fasse une blague, tu vois, pour me relancer des fois dans la journée. Un contact humain. Je crois que le manque de contact humain, le manque de contact social, c'est ce qui te détruit le plus. Moi, j'aurais aimé pouvoir rire un peu vite fait avec deux, trois gens. Des fois, observer des gens un peu marrants, ça me faisait sourire. Et il y a toujours un groupe de jeunes qui vient, qui s'installe, et tu vois un blaireau qui fait le con. C'est pour ça aussi que l'humour, c'est magnifique. Tu vois un con qui fait le con avec un pote, et tu vois des amitiés sincères. J'ai vu des choses belles aussi. Ça te fait un peu sourire, mais ouais, j'aurais peut-être aimé qu'on me parle, qu'on me demande un peu comment j'allais, ça m'aurait fait du bien. Et pas qu'on me donne de l'argent. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'achète de la bouffe et je leur donne. Et maintenant, comme je suis un excessif en termes de nourriture, quand j'en ai trop, ben, dans le quartier, je descends avec mon plateau. Il y a des côtes de bœuf, agneau, machin. Et je donne aux gars. Moi, les gars de chez moi, maintenant, ils sont tous en bas là. Ils savent que je suis le spot. Donc, quand je suis là, ils sont là. Alors, chef, c'est Comment ça comment va? aujourd'hui? Comment ça va? Je dis, ouais, ça va, les gars, ça va et tout. Donc, C'est quoi le voilà, menu? j'ai fait. Hein? Ouais, si, ils veulent le menu. Oui, c'est ça. Alors, parce que c'est des mecs, c'est des vrais plats. Hein. Moi, des fois, c'est côte de bœuf, côte d'agneau et tout. Hein. Donc, les Wow. gars, ils sont là, putain, lui, faut quand même qu'on se positionne pas trop loin de son appartement, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais. Et une fois que tu travaillais pour Bouygues et que tu as commencé à faire un peu d'argent, comment les étapes pour te relancer dans l'humour qui était ta mission? Parce qu'au début, tu as une phase de voilà. réhabilitation, une phase où il faut travailler, gagner de l'argent. Tu as suivi cette fille à Nantes. D'après ce que j'ai compris, ça s'est pas super bien passé aussi Très là-bas. mal passé, parce qu'il y a une grande différence entre se voir, et ça aussi en termes d'amour, on fait un crochet pour le couple vite fait, il y Vas-y. a une grande différence entre se voir que le week-end. Et donc là, il n'y a que la passion, mon frère. Bien Tu sûr. comprends? On fait l'amour dans toutes les pièces de la maison. Je t'aime, voici. Tu Bien vois, sûr. ok, tu vois, voilà. Et puis après, la vraie vie, 24 heures sur 24, où là, tu Wow. découvres des aspects de la personnalité Ouais, que bien tu ne sûr. connaissais pas. On était chez elle en l'occurrence. Donc évidemment, c'est très Ouais, vite mal passé et très vite, je me suis retrouvé à la street, mon tout. ouais, Elle m'a mis dehors, mais bon là, c'était très différent parce que j'avais déjà trouvé un boulot. J'allais de clientèle chez Bouygues Télécom pour le coup à Nantes. Californie, c'était Californie SFR, les box à ouais, Poitiers, Bouygues Télécom à Nantes. C'était les secteurs à l'époque qui recrutaient le plus. Il y avait un énorme turnover. Je bien pense que sûr. c'est encore vrai aujourd'hui. C'est Bien un sûr. boulot très prenant, très fatigant, donc il y a un énorme turnover. Si tu es un minimum à l'aise à l'oral et obéissant, ils t'embauchent. Bien sûr. Parce qu'ils veulent des mecs qui râlent pas, qui font ce qu'on leur demande, quoi, tu Et vois. qui travaille, Donc, ouais. moi, j'étais le bon profil en l'occurrence. Donc, elle, je me retrouve encore dehors de chez elle. À ce moment-là, je suis déjà en soirée avec des gens, j'ai renoué le contact, je suis un bon parleur. Je savais que ça puait un peu la merde. J'avais déjà commencé à parler avec un gars en soirée, de me retrouver chez lui en coloc. Donc, en vrai, je pars de chez elle, mais en vrai, j'atterris en coloc chez un gars, D'accord. un parleur comme moi. Je lui paye un loyer, l'appart est grand. Il a sa chambre, j'ai ma chambre. Tout se passe bien, on se trouve vachement bien. On s'est connus en soirée par une pote commune de la fac. Tout va bien, quoi. Et là, je fais Bouygues Télécom pendant 1 an et demi. À l'époque, je m'arrange pour avoir ensuite une résiliation amiable, une rupture amiable, ce qui me Pour avoir le permet en chômage. fait, qui me permet d'avoir le chômage. À l'époque, c'était pendant l'équivalent du temps où tu avais travaillé. Donc, j'avais droit à, je crois, 1 an et demi de chômage. Et là, je me dis, c'est pas compliqué. À la fin de tes 1 an et demi de chômage, ton projet doit être sur les rails et tu D'accord. dois en vivre. À la fin d'1 an et demi de chômage, j'étais intermittent du spectacle. J'avais monté mon comédie club à Nantes et je me faisais peut-être
2 ou 300 ou 400 euros black par semaine avec mon comédie club, puisqu'à l'époque, on mettait le chapeau, la thune dans le chapeau. Je partageais entre moi et les comédiens. En tant qu'organisateur, je prenais plus et puis je partageais après avec les autres. Et j'ai lancé mon projet comme ça. Je me suis d'abord inscrit dans une compagnie de café-théâtre là, durant les premiers mois de chômage avec ma thune épargnée. Je me suis inscrit pour améliorer mon jeu de comédien. Dans une compagnie de café-théâtre. Ah, tu payes 500 euros, frère, on t'apprend à faire le chat dans l'espace. J'ai dit, ouais, donc là, c'est quand même un peu cher pour faire. Voilà, c'est bien, continue. Là, je sens que tu as le bon ton, Firmin. Voilà, nickel, super. Continue comme ça, kilomètre. Vous êtes en forme aujourd'hui, ma loulou. Bon, là, j'ai dit, eux, ils sont en train de garer une moto dans mes fesses. Gars, t'es parti voir ailleurs. Ouais, j'ai dit, je vais extraire mes fesses de l'opération et aller donner mon cul ailleurs. D'accord. Donc, la petite pute de luxe a repris son aventure. Je suis allé voir un gars dans un bar à Nantes, là. J'ai dit, frère, viens, on fait du stand-up, on monte un comedy club. Le mec me dit, ouais, super idée, machin et tout. Bon, au début, ça s'appelle le Westside Comedy Club à Nantes. Il existe encore ouvert. C'est encore ouvert. La nouvelle génération est là-bas. C'est une des plus grosses scènes ouvertes de l'Ouest. On a démarré là-bas en jouant tous les mercredis soirs devant 15 personnes ivres mortes. Et nous, on était aussi un peu nuls. Hein. Donc, les gars étaient là, c'est nul. On rentrait chez nous en pleurant. On s'est tous accrochés. Il y a eu 15, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50, puis 100, puis 200 personnes tous les mercredis soirs. À la fin, les gars étaient debout dans le patio et tout. Ils voulaient voir à travers la fenêtre du bar ce qui se passait. Nous, on ouvrait en faisant des gros rap à l'américaine et tout machin. Après, on envoyait vraiment une pure soirée à l'américaine. On envoyait du stand-up, du pur rap. Il y avait des icônes, des machins. C'est une sorte de Jimmy Fallon show local et tout. On a fini à la Cité des Congrès de Nantes 2 fois, salle de 800 places. Et tous les gars de cette génération-là, à Nantes, sont tous devenus pros. Parmi eux qui sont devenus des stars, il y a Elodie Pou, qui est devenu beaucoup plus connu. Elodie Pou, il remplit beaucoup des élites partout en France maintenant. Il y a moi, qui remplit des salles de 1000 places partout en France. Alexis Le Rossignol sur France Inter. Plein d'humoristes comme Nilson José, Yanos, Kenny Martino, Omar Mefta, qui sont tous pros. Kevin Robin, Nicolas, Fabier, beaucoup d'artistes qui fonctionnent. On a créé la plus grosse scène ouverte de l'Ouest, partie de loin, de rien du tout. Et ça t'appartient toujours? Non, moi, je suis parti en laissant le bébé. Je me suis dit à un moment donné, ça y est, frère, j'ai ma scène ouverte. Je suis un des 4 meilleurs humoristes de la ville. Officiellement, je joue mon spectacle à la compagnie du Café Théâtre tous les jeudi, vendredi, samedi et le mercredi à ma scène ouverte. Je joue 4 jours par semaine. J'ai un appartement, je mange à ma faim. J'ai une petite, mais j'ai le sentiment que je n'ai pas fait tout ce que j'ai vécu juste pour ça. À ce moment-là, pour moi, c'est pas assez. Pour égaliser la souffrance que moi j'ai, je me dis non, il faut baiser la reine du ballon, frère. On n'est pas là pour visiter, tu comprends? On est là, on veut soulever la Ligue des Champions depuis le début, nous. On ne veut pas être champion de Ligue 1, tu comprends ou pas? On ne veut pas PSG, là, tu vois, on veut faire mieux que ça. Donc, j'y vas-y. Et en plus, à l'époque, j'étais amoureux. Je reste 4 ans quand même, hein. Je reste 4 ans à Nantes, hein. 4 ans de ça. Hein. 4 ans de ma scène ouverte, les meufs, stars de la ville, nanana. Et après, je me pose avec une petite dont je suis amoureux et qui m'empêche un peu par amour de partir. Elle ne me demande rien, mais moi, je me sens sûr tout seul. Je sais que je dois bouger, mais comme je suis amoureux, je ne bouge pas. Bon, Dieu est grand, une fois de plus, elle donne son cul un soir à un barman. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, moi, je me dis, ben voilà, ben c'est l'occasion de bouger. Comme je ne compte pas rester avec elle et que j'ai une peine de cœur, une fois de plus, je change de ville. Ça va me relancer un peu dans le game, tu vois. Okay. Voilà, j'étais très blessé par cette rupture et tout, mais du coup, je repars. Et là, je vais à Paris. Et Paris, c'est très dur parce que quand je vais à Paris, en fait, c'est le retour de la galère. T'es inconnu au bataillon. C'est-à-dire que là, c'est le retour de la galère. Tu arrives à Paris, tu n'as pas d'oseille, frère. Il n'y a pas d'oseille. Et tu te doutes bien que moi, je n'ai pas épargné un euro à cette époque. Hein. Je te rappelle d'où je viens, frérot. Chaque euro que j'ai eu, je l'ai mis dans quelque chose de plaisant. Hein. Tu vois ce que je veux dire? L'argent m'a brûlé les doigts. Tu as capté ou pas? À un niveau, tu n'as même pas idée. Et j'assume ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'arrive à Paris, frérot, j'ai 200 euros pour voir venir. Donc, moi, j'arrive avec un banque de... Tu acceptes de partir à Paris avec 200 euros. Certains auraient dit non, mais j'ai 200 euros, je me refais et j'y vais. Toi, tu as dit j'y vais. 200 balles. 200 balles. Je sais déjà, à cette époque-là, ma mère a commencé à reprendre contact avec moi, machin. Ma mère, elle est daronne, tu connais. Ton frère qui était à Poitiers avec toi, pendant cette année, vous avez jamais eu de contact? C'était où il a... Non, et puis lui, j'en voulais beaucoup parce que tu vois, mon père s'appelle Edgar Yves Monou.
Il m'appelait Edgar Yves Mondou Junior, alors que moi, je suis le deuxième de la famille. Quand tu connais la tradition africaine, où c'est le fils aîné qui est l'héritier, qui est dépositaire de la tradition familiale, c'était une humiliation pour lui de ne pas s'appeler lui Edgar Yves comme mon père. Donc ça, pour lui, en tout cas, il a vu comme ça. Donc ça a créé une compétition dès le départ entre moi et mon frère, en tant que fils héritier, j'ai au genre, tu vois. Lui, il a couru toute sa vie après une reconnaissance de mon père que moi, j'ai rejeté toute mon existence. C'est vraiment les deux chemins opposés. Celui qui fait tout pour plaire et celui qui s'en bat les couilles. Aujourd'hui, il est avocat? Aujourd'hui, il est avocat, fiscaliste. Il bosse dans le cabinet de mon père. Et moi, je suis un humoriste à succès. Voilà. Et je pense qu'il en revient. Je pense qu'il en revient. Il en revient parce que là, il bosse dans le cabinet d'un mec qui lui rappelle tous les jours que c'est lui la star et qu'il est chez lui. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a signé, mais en tout cas, c'est parfaitement intéressant comme chemin de vie, en tout cas. Et est-ce que ça donne quoi d'obéir aux règles? Ça donne quoi de pas forcément obéir aux règles? C'est deux chemins un peu différents de ce point de vue-là. En tout cas, je me relance sur Paris. J'arrive dans une chambre de bonne. Et ta maman revient vers toi. Ta maman, à ce moment-là, revient vers toi. Elle revient vers moi, elle commence à demander des nouvelles, machin. Et moi, à ce moment-là, dans la vie, ma famille, je leur en ai voulu pendant des années parce que pour moi, ils ont regardé faire. Ils n'ont rien fait pour me protéger. Ils n'ont pas essayé de m'aider. Ils n'ont pas essayé de me retrouver. Ils avaient peur de mon père. Je sais très bien qui c'est mon Les père. familles africaines, bah, moi je suis marocain et effectivement, dans les familles africaines, il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup je suis le leader. Si je mets. En vrai, c'était qui je suis, le fils ou le papa. Et ouais, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est compliqué, en fait, tu vois. Donc, ils l'ont pas fait. Les familles, ceux qui sont africains comprennent parfaitement ce que je suis en train de dire. C'était compliqué pour eux d'agir. Donc, ils n'ont pas agi. Mais je pense qu'il y a un moment donné, la culpabilité, elle monte, quoi. Et moi, à ce moment-là, je commence à progresser un peu en stand-up. Je suis niveau sketch sur le grand pénis des Noirs et le zouk, tu vois. En stand-up, je suis à ce niveau-là. J'ai déjà plus de charisme que tout le monde, plus de présence que tout le monde. Mais ce que je dis n'est pas intéressant de ouf. Et ce que je dis là, c'est une subtilité qui est très importante. J'ai déjà les qualités naturelles pour faire ça, mais ce que je dis n'est pas ouf. Donc, ça fonctionne parce que je suis naturellement au-dessus de la moyenne, mais en vrai, j'arrive à Paris et le premier constat que je fais, c'est bon, les mecs disent des trucs beaucoup plus intéressants que moi. Ouais. Comme je ne suis pas idiot et que j'arrive à analyser mon environnement, encore un conseil, quand vous arrivez quelque part, vous voyez comment ça marche. Moi, je me tais, j'observe et je vois que le niveau est beaucoup plus élevé, en fait. En termes de qualité naturelle, j'ai rien à craindre. Je suis fils d'homme politique. L'oral, je suis né là-dedans. Je te baisse quand tu veux, gros. Tu vois, l'oral. Les Béninois, vous êtes forts dans ça. Moi, j'ai des amis. À l'oral, ouais. Mais le texte, là, je vois que là, ça pêche. J'ai rien à dire. Et je galère un peu en stand-up. Et je galère dans ma chambre de bonne. Et je programme mon spectacle parce qu'à l'époque, j'ai eu une opportunité, en fait, comme j'étais une des restas de la ville de Nantes. Toutes les stars qui venaient jouer leur show à Nantes me prenaient en première partie. Wow. C'est ainsi que je me retrouve à faire à l'époque à Nantes la première partie de Jeff Panaclock au Zénith de Nantes, qui est disponible sur YouTube. Au Zénith de Nantes, Jeff Panaclock Edgar, Zénith de Nantes, où tu vois, je suis tout petit, tout frêle, tout impressionné, machin et tout. Je fume le Zénith ce soir-là, je cartonne la salle de ouf, avec des sketchs qui ressemblent en rien à ce que je fais aujourd'hui. Hein. C'est intéressant à voir. Hein. Rien à ce que je fais j'ai regardé, j'ai pas regardé celle-là. Un sketch, mec, où je fais un sketch sur la communication, j'appelle ça le poids des mots important, le poids des mots est capital. Je finis par faire un slam, le slam de Karl, mon ami Karl et Carleur. Enfin, vraiment un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, beaucoup plus. En fait, je cherchais à faire le gars bien sur scène, tu vois. Le gars lettré, le gars machin, qui dit le gars conforme, parce que tu rentres dans un nouveau monde et tu te dis, il faut qu'il m'intègre. Voilà, donc je voulais faire le gars bien. Et c'est au moment dans la vie où j'en aurais plus rien à foutre que ça va percer, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut dire aussi aux gens. Hein. Quand je vais arrêter d'essayer de plaire, c'est là que ça va marcher, frérot. Okay? Est-ce que tu peux revenir sur cette phrase? Pourquoi c'est important d'arrêter d'essayer de plaire? Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. Parce que je pense que quand on essaye de plaire, on n'est pas soi-même, mon frère. Je vais t'expliquer un truc. Toute l'escroquerie qu'il y a autour du fait d'essayer de plaire. Les gens essayent de plaire dans plein de domaines différents. Les gens vont essayer de plaire à un ou une partenaire pour essayer de la conserver. Mais là, encore une fois, c'est une erreur parce que le vrai amour, le vrai sentiment de plénitude, tu vas le trouver dans le fait que la personne qui est en face t'aime avec tes qualités et tes putains de défauts. Si tu dois être quelqu'un d'autre pour que la personne là reste,
Toi, tu vas vivre une vie où tu vas dépenser une double énergie, frérot. Bien sûr, Parce bien qu'il sûr. y a un masque là, il y a un masque là que tu vas porter, toi, de minuit à minuit, hein, Ouais, ça. sans pause, hein. Ouais, T'imagines? bien sûr. Viens, on se dit la vérité. Je te file un Ouais. exemple. Moi, il y a un moment, je faisais un peu d'apnée du sommeil. Mm. Le poids, machin, tout. Moi, j'ai maigri, ça va mieux. Et je continue à maigrir. Là, j'ai un projet de film. Il faut que je perde du poids. Mais en vrai, j'avais une apnée du sommeil. Et au début, quand je venais venir la nana chez moi, je les mitonnais. Je leur en parlais jamais. Et on faisait nos affaires, on niquait et tout. Et au moment de dormir, bon, faut que je te dise quelque chose, machin, tout. Et puis, j'ai compris à un moment donné que ça, je mettais un poids inutile. Mm. Salut, je fais de l'apnée du sommeil. Ça, je commençais même à laisser la machine sur la table d'entrée de Ouais. mon salon. Bonjour, ça c'est une machine pour le masque Ouais. la nuit. Ça te dérange? Non? Allez, on passe à l'apéritif. Voilà, et en fait, ça va. Parce que des fois, on se met dans la tête des gens et on n'a pas assez de respect pour nous-mêmes Bien pour sûr. penser qu'ils vont nous accepter tel qu'on est. On pense qu'on a besoin d'être quelqu'un d'autre pour être validé. Et ça, c'est la plus grosse erreur que les gens commettent tous les jours dans les relations avec les gens, mais dans le travail aussi, du coup. Bien sûr. Moi, je ne me disais pas qu'en disant des gros mots, en assumant mon africanité, tu vois, en étant un noir, mais aussi un blanc, en étant les deux, on allait pas me valider. J'ai voulu faire le noir bien intégré, qui parle bien français, qui a gommé tout l'accent. Tu vois, qui est là. Écoutez, je ne vous cache pas qu'à cet instant précis, je suis quelque peu échaudé. Écoute-moi bien, mes ancêtres m'auraient vu, m'auraient pissé dans les cheveux, mon frère. Ils auraient dit, c'est quoi cette merde? Tu vois ce que je veux dire? Et en Mais plus, voilà, et l'être en humain, il est plus, comme ça, il est complexe. c'est incroyable, et par rapport au travail, aujourd'hui, 95% des gens font des métiers qu'ils aiment pas, ils font des métiers alimentaires. J'ai travaillé pendant 8 La ans. plupart des gens font un boulot qu'ils n'aiment pas dans la vie. T'imagines, frère, J- J'ai fait le moi-même. boulot, Vas-y. le boulot, c'est l'endroit où tu passes 80% de ton temps de vie. Je le dis par rapport à la théorie, au concept de boulot alimentaire. Le boulot, frérot, c'est l'endroit où tu passes 80% de ton temps de vie. Donc, toi, Wow. tu es en train de me dire, tu veux dire que tu es au boulot plus qu'avec ta meuf, plus qu'avec tes potes, hein, et Ouais. plus qu'en vacances. C'est l'endroit où tu passes toute ta vie quasiment. Et donc, il y a des gens qui sont en train de nous dire qu'eux, ils font toute leur vie un boulot qu'ils n'aiment pas plus que ça. C'est faux, c'est pas un choix. C'est ceux qui te disent ouais, j'aime bien mon taf. Non, il y en a, ils n'aiment pas leur taf, mais comme le premier mécanisme humain de défense, c'est le déni, l'être humain, le cerveau, c'est une machine formidable. Mm. L'être humain, quand il vit une situation trop traumatisante pour lui, il finit Mm. par s'y intégrer. Comme dans la rue, quand je finis par croire que je suis un lampadaire, la meuf qui est caissière à Intermarché finira par se dire qu'elle adore son boulot. Mais c'est faux. Elle n'aime pas son travail, mon frère. Ça l'oblige à dire à l'apéro, oui, mais vous voyez, on a quand même un bon CE. Mon frère, quand tu es rendu à parler de ton CE à l'apéritif, c'est que le boulot, il n'est pas dingue, genre frérot. Hein. Oui, oui, mais on a des réductions pour la Disneyland. C'est ce que je veux dire. Et elle est là, avec son truc, bip, bip, vous avez la carte du magasin. Écoute, je ne suis pas en train de te dire que ceux qui font caissier, c'est des merdes. Hein. Attention. Bien sûr, Je bien dis que sûr. par contre, on doit se dire que caissier, c'est un boulot de merde. Non, mais je suis Ce entièrement n'est d'accord pas parce l'objectif de qu'aujourd'hui, ta vie d'être caissier. non, en vrai, ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi, j'accompagne les personnes à atteindre leurs objectifs. Et effectivement, tu as Ouais. des personnes qui sont, on va prendre l'exemple de caissier, et qui aimeraient faire autre chose. Mais qui ne le font pas juste par peur. Juste j'ai pas envie de faire quelque chose de nouveau, j'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie de reprendre mes C'est études. pourquoi, frérot, ça? Je t'ai demandé pourquoi. Moi, évidemment, je l'ai vécu personnellement, mais j'ai même continué. J'écris mon film là-dessus, machin. J'ai commencé à théoriser beaucoup de choses. Moi, je pense que ça commence dès l'école. Dès l'école, on apprend aux gens à jouer la sécurité. On leur apprend à ne pas trop entreprendre, Mm. à prendre des décisions qui leur permettent de se retrouver en zone safe. Ouais. L'épargne, le crédit sur 25 ans, le partenaire, la maison, le chien, le scénic et khalas. En vrai, on nous apprend à écouter les ordres. En vrai, moi, j'ai À l'impression obéir. En à gros, tu obéir. sors de l'école, tu dois être un bon produit, un bon consommateur, pas faire trop de vagues et fournir tes efforts et le jus, la sève de ta vie à la société pendant 60 ans sans penser à toi. C'est quoi la Ok. crise de la quarantaine, mon gars? La C'est ça. crise de la quarantaine, c'est un mec ou une meuf. Il se réveille un matin, il fait le bilan sur la première moitié de sa vie et puis il fait frérot, c'est ce que je veux dire. La crise de la quarantaine, c'est un gars ou une meuf qui s'est jamais plaint.
Jamais de sa vie, il s'est plaint. Et un matin, il se réveille et il fait. Non, mais c'est incroyable parce que c'est incroyable ce que tu racontes. Parce que moi, je suis typiquement dans ça. J'accompagne ces personnes qui, à 35, 40, 45 ans, se rendent compte que, en vrai, ils ont fait toute une partie de leur vie un métier qu'ils n'aimaient pas, ou ils ont fait des choses pas pour eux. Soit ils ont fait des choses Parce pour qu'ils ont leur fait conjoint, tout ce qu'on leur, leur a dit de faire. ouais, ce qu'on leur a dit de faire. Et à un moment, ils se disent, bah maintenant, moi, j'aimerais faire pour moi. Donc, faire le métier que j'ai envie de faire, kiffer ma vie. Et effectivement, moi, c'est un vrai Le combat. mec Parce que moi, je suis craque au réveil, il dit, vas-y Thérèse, je me casse, mais je te reconnais pas, Philippe. Tu me reconnais pas. Tu m'as jamais sucé. J'en ai marre. Je m'en ouais. vais, je vais faire un élevage de crevettes en Bolivie. Je pars avec Francine et ils plaquent tout et ils se cassent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'ils Ah, font ici. alors, juste, je précise un truc. Je ne dis pas à toutes les personnes qui sont en train d'écouter que demain matin, tout le monde divorce, tout le monde démissionne. C'est pas ça qu'on est en train de dire, hein. Non. Mais, parce que là, Le sinon, mec, j'ai vu le podcast. J'ai vu le podcast. Je te quitte, Sylvie. Oh, calme-toi, frérot. C'est pas ça qu'on a dit, hein. C'est pas c'est ça pas ça qu'on a l'histoire. dit. Ce qui est dommage, c'est surtout se rendre compte que une grande partie de notre vie, on fait des choses qu'on n'aime pas et qu'on pourrait faire les choses qu'on aime. Et je voulais revenir sur l'école. On est sous influence. On est sous influence très important depuis la naissance et c'est un matraquage tellement permanent, un idéologique tellement fort que la plupart des gens à 25 ans, Mm. c'est scellé, c'est verrouillé, ils n'entreprennent plus que dalle, ils vont essayer de faire ce boulot le mieux qu'ils peuvent et ils vont surtout pas oser ambitionner, mais aussi parce qu'on leur a dit toute leur vie qu'ils ne devaient pas ambitionner quoi que ce soit. On ne peut pas non plus en vouloir au mec qui est caissier de dire à un moment, franchement, moi je suis caissier, Ouais. après je rentre chez moi et puis laissez-moi tranquille. Mais c'est parce que lui c'est pas une merde, lui le feu qui fait de lui un être humain, Mm. on l'a éteint complètement. Ils ont mis de l'eau, du Bien sûr. ciment, ils ont construit une montagne, ils ont mis des cadenas. Le Est-ce que feu là, pour le rallumer, c'était chaud. t'as déjà vu l'image des deux souris? En vrai, ils prennent un bol, une grosse bouteille, ils mettent plein de riz, ils mettent une souris dedans. Juste au-dessus, donc c'est le bol, la bouteille, elle est remplie de riz, hein. Et la souris, elle fait que manger son riz. Elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange le riz. Jusqu'au moment où il n'y a plus de riz, elle regarde, elle peut plus sortir. Parce que elle a fait que manger, plus elle mangeait, plus elle descendait dans la bouteille. Et une fois au bout, elle est au bas de la bouteille, elle lève les mains, elle lève les pattes, je veux dire, et elle est impossible. Et donc, c'est un peu cette image où, effectivement, on se consume de l'intérieur avec le temps et on s'en rend même plus compte. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'étais salarié pendant 8 ans et il y a encore 6 ans, si on m'avait dit un jour, tu arrêteras ton salariat, et j'ai été exactement dans ce que tu dis. Je travaillais chez EDF, je payais pas l'électricité, j'avais un Voilà, super CE. Et donc, voilà. quand tu es en réunion de famille, ah, t'as de la chance. T'as de la chance parce que tu payes pas l'électricité et parce que tu as un bon CE. Et parce Voilà, que on en est là, on en est là, hein, on en est là. Ça, c'est de la chance. C'est la chance, ça. ouais, c'est la chance de pas payer. Et effectivement, un jour, je me suis dit, non, mais est-ce que je vais passer, moi, j'ai comme toi, j'ai 35 ans. Je me suis dit, à 30 ans, moi, j'ai fait la crise de la trentaine. Ils ont fait à 40, moi, j'ai fait à 30 ans. À 30 ans, Ouais. je me suis dit, est-ce que je vais passer toute ma vie à travailler dans J'ai fait ça? la crise des 20 ans, moi. Voilà, ça t'a fait 20 ans. Toi, t'as tout tué. Et bon, les gens connaissent mon histoire et après, j'y suis allé. Je voulais revenir sur un élément que tu as abordé, c'est Et l'école. puis, il y a un truc que je voudrais rajouter sur le boulot, qui est pour faire prendre conscience des choses aux gens. En fait, il faut comprendre tous les éléments qui empêchent les gens d'ambitionner quoi que ce soit et de se développer. On a mis beaucoup de choses en place pour maintenir l'illusion. D'abord, l'illusion est installée, pour ceux qui connaissent Naruto, le genjutsu, l'illusion est installée depuis l'école et tout est fait pour que l'illusion soit entretenue tout au long de ton parcours. Jusqu'à Des la retraite. illusions, la consommation qui te donne une illusion d'avoir progressé. Ça veut dire que tu finis par avoir le nouvel iPhone, tu crois que tu es devenu quelqu'un, toi, tu vois, alors que tu es toujours le même tocard qui va arriver lundi. Vous avez la carte du magasin. Mais comme tu as le nouvel iPhone, allez, bip, 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 bip. Bon, ben voilà, j'ai quand même un petit iPhone. Et attention, je me suis dit à un moment donné avec un pote, c'est un nouveau sketch que j'ai écrit, un tout nouveau sketch que j'ai écrit, j'ai dit à un pote, mais comment ils ont réussi à convaincre l'être humain de faire un truc qu'il n'aime pas 5 ou 6 jours sur 7? C'est quand même fou. Je veux dire, notamment en France, Ouais, ouais, on a quand même coupé la tête d'un roi. Je veux dire, a priori, c'est un peuple qui a quand même un peu de, tu vois, un ouais. peu de coronesse. Eh bien, chaque comment ils ont fait, mon ami, ils ont inventé le week-end. Je t'explique comment ça se passe, frérot. Chaque vendredi, tu as toujours un pote qui finit la semaine en disant putain, je suis pas nerveux,
je suis pas nerveux. Mais écoute-moi bien. Oulala, Lynn. S'il me parle encore comme ça une seule fois, et là, après, il se passe quoi? Un verre de rhum. Ouais. 2 verres de rhum. Le 3 verres week-end. de rhum. Ah, il est quand même un peu sympa, le patron, il n'est pas méchant. Et attention, la cuite prend différents aspects selon le niveau social. Ça veut dire que Clitorine et sa pote Fatoumata dans le 16e, elles vont boire un verre de rosé frais en terrasse et faire. Donc, tu as vu, Philippe, il est encore en train de bouffer de la viande, veut dire le boulgour, c'est l'avenir, c'est n'importe quoi. Hein, tu vois, ils vont se bourrer. Et Dédé, Roberto du Loir-et-Cher, il va griller un cochon là, à la broche. Bon, les gars, de la viande pour tout le monde, de l'eau de vie. Et à la fin, Clémentine, je vais te sauter. Voilà, chacun fait à son niveau selon sa catégorie sociale. Mais je constate que le week-end, c'est un rendez-vous que tout le monde se donne pour se bourrer la gueule, comme si on avait besoin de se faire une sorte de reset et oublier la semaine qu'on a passée. Et quand tu arrives lundi, c'est reparti pour une autre semaine de merde. Et quand tu arrives lundi, tu attends vendredi parce que vous avez déjà programmé la cuite que vous allez prendre le vendredi. Aussi, on ira peut-être en Vendée, après on ira à Toulouse, mais chaque week-end. Et puis, au bout de 8 ans de cuite tout le week-end, bon, ben, cirrhose du foie, cancer des poumons, c'est terrible. C'est terrible la vie des gens. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi à nous faire ça vivre à la semaine. Et après, une fois que pendant 10 mois, t'en peux plus, que tu es en PLS et que tu vas être en dépression, on dit, tiens, tu as droit à 4 semaines de vacances. Et donc, Voilà. tu as travaillé un an pour aller dépenser toutes tes économies pendant 4 semaines et revenir à zéro et dire. Et voilà. Et ils font quoi? Photo sur Instagram, je suis à Bali. Mais mon frère, tu es livreur en Deliveroo. Tu peux aller en Jamaïque, tu peux aller au Brésil. Quand tu reviens, c'est une 4 fromages, brother. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est ouf, lui. Lui, il est sur la plage comme ça et tout. Tu dis, ouais, mais gros. Non, mais alors, juste, je vais quand même préciser un truc. On n'a rien contre les livreurs Deliveroo et les caissiers. Non, mais c'est ça qui est important, c'est la société. Moi, ce qu'on est en train de mettre en avant, c'est la société et comment on nous a fait croire que faire ça tous les matins, surtout en le faisant à contre-cœur, en le faisant parce que tu n'as pas envie de le faire. Parce que là, c'est ça qui est dommage, parce qu'on a des choses et on a des capacités à l'intérieur de nous qui peuvent nous permettre. On nous empêche de les développer. Nous, on n'est pas en train de dire, encore une fois, que le mec qui est caissier, le mec qui est livreur ou le mec qui est bourre, c'est une merde. On dit qu'a priori, c'est des boulots que on fait. Moi, j'ai fait comme quand j'étais en galère. J'ai fait maçon, j'ai fait McDo, j'ai travaillé dans le froid en usine avec les saumons là, en période de fête où tu sors avec les doigts violets, tout ça. Je l'ai fait. Mais c'est un temps de passage. J'avais un plan, tu comprends? C'était un temps de passage. On fait croire aux gens qu'ils ne peuvent pas avoir d'ambition. On a réussi à éteindre leur lumière. Et cette lumière-là, elle est dure à rallumer parce qu'on a éteint cette lumière. C'est pareil. Si ta lumière, on l'a éteint pendant ton feu, on l'a éteint, je ne sais pas moi, il s'est éteint la veille. Ben, le matin, il y a encore un peu de cendre et tu peux souffler un peu dessus et rallumer le feu. Mais si le feu, il est éteint depuis 8 mois, là, il faut carrément aller couper du bois, refaire un vrai feu de compète, tu vois. Beaucoup de gens sont là, ils doivent refaire un vrai feu de compète et ils doivent se rappeler qu'ils sont des êtres humains, ils sont des créatifs, des créateurs et des créatrices et que c'est eux qui sont aux commandes et qu'il n'y a personne qui leur dit quoi faire de leur vie. C'est un cadeau que le bon Dieu pour les croyants ou qui vous voulez pour les autres, la nature, le hasard, la providence vous a offert et vous devez en faire quelque chose de passionnant. La vie sert à ça. L'être humain, la nature de l'être humain, c'est de prendre des risques et d'évoluer. S'il n'y avait pas de risque taker, de gens qui prenaient des risques, on n'en serait pas là, toi et moi, se parler à des kilomètres de distance à travers un ordinateur. Thomas Edison, et puis renouons avec l'échec. On nous fait croire que l'échec, c'est une mauvaise chose. On pointe du doigt les losers. Mais c'est bien de rater, mon frère. Le mec qui rate, il est dans le process. Thomas Edison, il a essayé 1000 fois, 1000 expériences, qu'il a raté, et c'est à la 1001e qu'il a créé Lightball, la première ampoule. Si c'était découragé à la 500e expérience, mon frère, on ne serait pas en train de se parler dans un ordinateur à des kilomètres de distance. Voilà. S'il n'y a pas un mec qui avait décidé à un moment donné de tailler un bout de pierre un peu pointu pour aller péter la gueule au mammouth, inventer le feu, on ne serait pas en train de se parler dans une caméra à des kilomètres de distance. Okay? Il faut essayer de se développer. Un être humain qui se développe pas et considère ça normal, il renonce à ce qui fait de lui un être humain.
Sa nature même, c'est de se développer. Ceux qui te disent, moi je vis et ça me suffit, eux, il faut les aider et être pédagogique. Il ne faut pas les insulter ou les prendre de haut, il faut les accompagner. Mais l'être humain n'est pas fait pour dire, moi je vis et ça me suffit. Ouais. Et aujourd'hui, parce que tu parlais, on va finir avec ce sujet-là, on pourrait faire 4 heures, parce avec toi, on pourrait faire 4 Ah heures. oui. Bon, on est Oui. déjà presque à 1 heure, et c'est super passionnant. Et sur l'échec, j'aimerais revenir sur cette notion d'échec. Pour toi, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, il y a beaucoup de parents, et qui ont des enfants, qui veulent entreprendre, et ils ont peur pour eux. Ou même eux, ils arrivent à une période où ils veulent entreprendre, mais ils ont peur de cet échec. Ils ont peur d'essayer, et ils veulent, effectivement, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est exactement tout ce qu'on a dit dans le podcast, ils se complaisent, ils sont dans leur zone de sécurité et tout. Si toi, tu avais ces personnes devant tes yeux, ce serait quoi les mots que tu leur dirais pour qu'ils puissent se lancer et se dire entreprends? Moi, je leur dirais 3 choses. La raison principale pour laquelle c'est important de faire ce qu'on veut et de vivre selon ses convictions et de tenter là où on veut. On nous a dit, pendant des années à l'école, on nous a martelé que la réussite, le bonheur, c'était d'avoir des diplômes, de trouver un boulot correct, de mettre de la thune de côté, d'avoir un partenaire ou une partenaire aimante, de gérer le quotidien à peu près comme on peut, d'avoir un chien, un crédit, un CDX sur 25 et puis, khalas, la vie est réglée. Bon, tous ceux qui ont un minimum d'expérience savent que c'est pas vrai ça. L'école ne fixe pas l'intelligence, elle fixe la mémoire, c'est que du par cœur. Le mec qui a 18 n'a pas plus de valeur que le mec qui a 6. Parce que ça se trouve, le mec qui a 6, lui, c'est un sculpteur de génie. Hein. Et le mec qui a 18, il finira difficilement assistant-chercheur en BEP comptabilité avec son 22 en mathématiques. Hein, tu vois ce que je veux dire? Alors que le sculpteur, il aura peut-être construit un truc. Il faut être à l'écoute du talent de vos enfants. Moi, je l'ai vécu. Moi, je veux avoir des enfants. Je ne veux pas commettre l'erreur que mon père a commis avec moi. Il ne s'appellera pas Edgar Yves Junior. Tu vois, je le laisserai faire son expérience. J'écouterai ce dans quoi il est bon. Il n'y aurait pas de Kylian Mbappé si tout le monde devait être médecin. Ouais. Si tous les parents ne laissaient pas leurs enfants s'exprimer, il n'y aurait pas de Kylian Mbappé, il n'y aurait pas de Neymar, il n'y aurait pas de Messi, il n'y aurait pas de Cristiano Ronaldo, il n'y aurait pas Michael Jordan, il n'y aurait pas beaucoup de choses, Roger Federer, voilà, il n'y aurait pas beaucoup de choses. On est bon dans plein de choses, dans le sport, dans les métiers manuels, il y a différentes formes d'intelligence. Donc, ne projetez pas l'idée que vous avez en tête de la réussite de vos enfants. Laissez-les vous surprendre en écrivant l'avenir. Première chose. Première chose. Laissez vos enfants vous surprendre en écrivant l'avenir. Première chose. Deuxième chose, et ça, c'est un rapport direct avec l'échec. Quoi qu'il arrive, messieurs, dames, je vous fais une confidence, hein, que vous obéissez pas aux gens, quoi qu'il arrive, vous allez rater dans la vie. Quoi qu'il arrive, vous allez être une merde dans quelque chose. Même en faisant tout bien, quoi qu'il arrive, vous allez finir par avoir honte de vous-même, tellement vous allez rater avec un niveau. Je veux dire, combien de fois on s'est foutu la chouma, la honte de malade. Tu vois, combien de fois je me suis dit, j'ai envie de me cacher et tout, quoi qu'il arrive. La vie est difficile, quoi qu'il arrive, et je vais vous filer un secret, elle est ultra difficile, même en obéissant. Donc, faites un calcul mathématique très simple. Comme dans tous les cas, tu vas souffrir, même si tu obéis, pourquoi ne pas souffrir en obéissant à toi-même, du coup? Comme dans tous les cas, tu vas douiller, frérot. Tu comprends? Si j'obéis à Michel, je vais douiller. Bon, ben, du coup, je m'obéis à moi-même et je douille utile. Je douille pour m'obéir à moi-même. Tu as choisi de douiller. Tu as choisi. Voilà. Voilà. Le vrai problème est qu'on ne prépare pas les gens à l'échec et à la souffrance que ça engendre. Parce que l'école t'apprend à jouer la sécurité. Donc, quand tu arrives dans la vraie vie et que tu prends tes premières baffes, les gens réagissent par la fuite, le déni, l'abandon. Je parlais avec une femme qui essayait de séduire hier. Bon, j'ai réussi à l'embrasser, donc c'est quand même une belle opération. Mais j'étais choqué. Tu vois, la drague avec elle, comme moi je suis un mec passionné, tu l'as vu, la drague avec elle s'est transformée en un débat de 3 heures, tu vois. Mais c'est dans ce débat-là que je lui ai plu, en fait, tu vois. J'arrivais pas à la séduire et en découvrant la couleur de mon âme, putain, j'aime bien ce gars-là et tout. Et elle m'a embrassé. Oui, parce que on parlait de la vie et de l'accomplissement de soi. Elle me disait, mais Edgar, il y en a, ils ne peuvent pas. Mais comment ça, ils ne peuvent pas? Elle me dit, mais par exemple, si il y en a qui veulent être humoriste, mais tout le monde n'y arrivera pas. Je dis, mais attends, je ne comprends pas. Donc, comme c'est censé être difficile, comme c'est difficile, il ne faut pas essayer. Je vais être clair. C'est censé être difficile. Si votre vie n'est pas difficile, c'est que vous ne faites rien d'intéressant.
Si dans la vie, vous n'êtes pas challengé du soir au matin et que vous n'avez pas, putain, comment je vais calculer pour arriver là, si vous ne transpirez pas la nuit en dormant, putain, là, je suis vraiment sur une opération très technique. Si vous n'avez pas ça et que vous vous levez, vous mangez, vous travaillez, vous dormez, les gars, c'est pas ouf, hein, d'accord? Il y a des qualités. Moi, j'ai appris une chose dans la vie. Je remercie quand même mon père parce que s'il ne m'avait pas foutu à la rue, peut-être que je ne serais pas l'humoriste que je suis aujourd'hui. Il y a des qualités, messieurs, dames, qu'on ne développe que dans l'adversité. Il y a des compétences qu'on ne développe que quand c'est chaud. Ça veut dire, par définition, que quelqu'un qui n'a pas souffert n'est pas complet. Vous avez compris ce que je vous dis? Quelqu'un qui n'a pas souffert, il n'est pas abouti en tant qu'humain. Ça veut dire que qu'on vous enseigne de base à l'école, c'est faux. Ça veut dire qu'il faut souffrir dans la vie pour être complet. Ce n'est pas la sécurité qui vous permettra de vous émanciper. Ce qui révèle la vraie force d'un être humain et sa nature profonde, c'est la souffrance. On ne découvre qui on est vraiment que dans l'adversité. Quand c'est chaud, quand tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a personne. C'est là que tu connais la couleur de ton âme, mon pote. Tu comprends? Donc, essayez, ratez et n'ayez pas peur de rater parce que ça ne fait pas de vous des merdes. Rater, ça vous rapproche un peu plus de votre succès. Donc, n'ayez pas peur d'entreprendre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, quand on veut vider l'océan à la petite cuillère, ce qui compte, ce n'est pas de vider l'océan, c'est de tenir la cuillère. Ce qui compte, c'est de se battre. Si tu veux être artiste, tu veux être humoriste, vas-y. Si tu n'y arrives pas, tu ne seras pas humoriste, tu seras auteur. Tu écriras des blagues pour des mecs qui vont les vendre, mais tu feras un truc dans un milieu où tu te sens utile, où tu es là, où tu crées et où tu évolues et où tu es heureux. Vous devez être heureux. Voilà, la vie, c'est un cadeau qui vous appartient et c'est à vous d'en faire un miracle. Je crois qu'on va finir sur ces belles paroles parce que la vie, c'est à nous d'en faire un miracle et ça, c'est juste incroyable. Et j'aimerais encore te poser plein de questions, mais déjà, c'est déjà juste incroyable tout ce que tu nous as donné pendant ces 1 heure. Est-ce que, en termes d'actualité, parce que je sais que tu passes bientôt à la Cigale, je crois que c'est le C'est premier. complet. Ah, c'est complet. Bon, il a sold out, c'est fini. Je pense La que. Cigale, 30 juin complet, 1er juillet complet, frérot. Ah, Euh, sold out. Quand même Fierté, 1000, une fierté. 1800 personnes en 2 jours. Et à Paris, d'où je suis parti, mec, quand on me l'a dit, ça m'a foutu quand même un coup. Hein. J'ai dit, Wow. putain. Et c'est pas fini, hein, parce que je refuse de me dire, tu vois, dans ma tête que c'est fini et que je suis arrivé. Parce que je pense que si je pense comme ça, la Ah, porte, là, faut que tu nous fasses l'Olympia ou un Zénith, hein. faut faire 10 ans d'humour maintenant, tu vois. Il faut faire C'est kiffer possible. pendant 10 ans les gens, aider, inspirer, sensibiliser, et aider à améliorer le monde dans lequel je vis, c'est mon objectif. Donc, moi, je me suis mis aux légumes pour essayer de faire du bien aux gens le plus longtemps possible parce que je pense que c'est ma mission. Et tu sais, avec le temps, quand tu arrives à un niveau de connaissance de soi et de développement, tu finis par voir ce pourquoi tu es fait. Et ça, c'est ce que je voulais dire aux gens. Le but de la vie, c'est pas d'avoir de la thune sur le compte épargne, tout ça, machin et tout. Le but de la vie, c'est de trouver sa place. Tant qu'on ne trouve pas sa place, il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui vous dérange. Vous pouvez aller en vacances au Brésil, boire le dernier rosé Dom Pérignon, 3200 € la bouteille, faire 14 bouteilles en boîte de nuit. Quand tu reviens le soir avant de te coucher, la voix est là, toc, 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 toc. Qu'est-ce que tu fais? Toc, toc, toc. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui ont réussi à museler cette voix-là, à lui mettre une baïonnette, la foutre au placard. Chez moi, la voix intérieure, elle a buffé à volonté. Alcool à profusion et j'écoute la voix intérieure parce qu'elle sait déjà ce que je veux et là où je veux être. Voilà. Les gens doivent être fiers d'eux-mêmes et doivent écouter la voix intérieure. C'est vachement important. Wow, c'est juste incroyable tout ce que tu nous as partagé. Merci, merci Edgar Yves pour ces belles paroles et ces mots juste encourageants et incroyables. Bien sûr, toutes les personnes qui sont arrivées là dans l'épisode, je vous invite à partager cet épisode à un maximum de gens parce que je suis sûr que en écoutant ce que Edgar Yves nous a partagé, ça peut inspirer des milliers de personnes et des gens qui sont peut-être dans le dur, et peut-être qui sont des personnes qui sont dans des moments difficiles ou autres qui vont écouter Il ça et faut se leur dire, dire à ces gens-là qui sont dans des moments difficiles, juste un truc qui m'a beaucoup aidé et dont on ne prend pas conscience parce que des fois on se décourage sur la route. Il ne faut pas oublier que là où tu es un jour, là on est mercredi, là où tu es mercredi, c'est seulement là où tu es mercredi. Hein. ouais, Ça ne définit en aucun cas où c'est tu sûr. seras jeudi. Hein. C'est important de se rappeler ça. Et que l'espoir, et que le concept d'une mauvaise passe, c'est qu'une mauvaise passe, ça passe, mon ami. OK? Ça. C'est à vous d'écrire l'histoire. Et si mercredi est galère, utilisez l'expérience de mercredi pour faire de jeudi un meilleur jour. Wow. Merci Edgar Yves pour ces mots.
Je vais vous dire à très vite. Merci du fond du cœur, Edgar, Yves, pour ce Merci podcast. Poto, merci pour l'invitation. Allez sur ma page Instagram, YouTube, Oui, suivez-moi, donnez-moi de la force. À la rentrée, je suis au théâtre des Mathurins tous les vendredis et samedis, voilà, à partir du mois d'octobre dans Paris, une résidence que je reprends. Donc, vous pouvez me voir. Je mets beaucoup de sketchs sur mes réseaux, je partage beaucoup d'interviews. Je tente moi aussi d'aider du mieux que je peux, de donner ma pierre à l'édifice. Et surtout, si vous retenez une chose, soyez fiers de vous-même et par pitié, ne vous abandonnez pas. bien sûr. On mettra tous ces réseaux sous la vidéo et sous le Cool. podcast, donc les liens Instagram, Facebook. Je te demanderai le lien, si tu as le lien pour la rentrée, pour que les Ouais. gens puissent directement, ne pas leur faciliter la tâche. On mettra ça également en dessous. Et Ouais. comme je le dis toujours, pour vous dire au revoir, comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités. À très vite. Solide.